It's tea time! Let's go! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo gossip. Non, c'est pas du tout une vidéo gossip. On va encore refaire le parcours d'un acteur décédé. Et promis, après, je crois qu'on va commencer à faire une pause au niveau de gens qui sont morts. Parce que je vous cache pas que ça commence à me peser émotionnellement. Mais je voulais vraiment faire une vidéo sur l'acteur Paul Walker. Donc écoutez, c'est parti! Paul Walker est né le 12 septembre 1973 à Glendale en Californie. Il est issu d'une famille mormone et c'est l'aîné de sa fratrie. Il a deux petits frères et deux petites sœurs, Amy, Ashley, Caleb et Cody. Alors Paul, c'était vraiment un enfant très souriant, très dynamique, très sportif, très enjoué. Honnêtement, j'ai regardé plein de reportages sur lui pour faire cette vidéo et il n'y a pas une seule vidéo en fait où il sourit pas quoi. Ses parents ont pris beaucoup d'images depuis sa naissance en fait et on voit tout le temps sourire quoi. Il a toujours la banane, on voit vraiment que c'est un enfant qui respire la joie de vivre. On voit également que c'est un très bon grand frère, ce qui rend cette histoire d'autant plus triste. Et déjà il était beau, il avait tout pour lui, il était blond, aux yeux bleus, donc très jeune il commence à faire du mannequinat ainsi que plusieurs publicités. On le voit également apparaître dans des séries télévisées du style Les Routes du Paradis, Arnold et Willy, Les Feux de l'amour, et parallèlement il poursuit ses études et il se spécialisera même en biologie marine et c'est un domaine qu'il ne quittera jamais vraiment des yeux au final. Il va vraiment se faire remarquer en 1998 dans le film Pleasantville aux côtés de Reese Witherspoon et Tobey Maguire. Personnellement d'ailleurs c'est là-dedans que je l'ai découvert et on va rapidement le retrouver dans Elle est trop bien aux côtés de Freddie Prinze Jr. et Matthew Lillard. Très rapidement, il va faire la rencontre du réalisateur Rob Cohen qui va lui donner un rôle dans le film The Skulls, Société secrète, et ça va être le début d'une très belle collaboration parce qu'il va également le prendre pour tourner Fast and Furious en 2001 et c'est ce qui va le rendre naturellement très célèbre. Mais on a quand même pu le voir dans d'autres films, dans Takers, Antarctica, Hours, dans Bleu d'enfer également aux côtés de Jessica Alba. Donc comme je vous disais juste avant, c'est un passionné de biologie marine. Il va participer au tournage d'une émission de la série Expedition Great White qui sera diffusée sur la chaîne de télévision National Geographic où là il va passer 11 jours avec l'équipage dans le cadre de la capture et le marquage de 7 grands requins blancs au large des côtes du Mexique. Et la personne qui travaillait avec lui pensait qu'au début c'était juste une belle gueule d'Hollywood qui venait un petit peu on va dire se faire de la pub. Or au final non, il dit qu'il l'avait jamais vu autant sourire que quand il était auprès d'eux en train de s'occuper d'animaux marins, être au contact de l'eau. Il pratique beaucoup le surf également, mais naturellement c'est aussi un grand passionné d'automobile. Il fonde sa propre organisation qui s'appelle Reach Out Worldwide dont le but est d'apporter de l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes. Donc comme je vous dis, naturellement donc passionné de course automobile, il avait vraiment une bonne connaissance sur tout ce qui était moteur, tout ça. Bon, moi j'y connais rien donc je vais pas vous rentrer dans les détails, mais il connaissait vraiment ce qu'il y avait sous le capot d'une voiture, donc il avait bien fait ses devoirs là-dessus. Tant et si bien qu'il est copropriétaire avec Roger Rodas de Always Involving. Il pilote une BMW M3 E92 dans le championnat Redline Time Attack et une autre de ses passions est le jiu-jitsu brésilien. Côté vie privée, Paul Walker a une fille très jeune, il l'a eue en 1998, le 4 novembre, qui s'appelle Mido. Sa petite amie de l'époque, Rebecca Soteros, a préféré aller vivre à Hawaï, histoire d'éloigner un petit peu la petite de tous les feux des projecteurs qui pouvaient être braqués sur Paul Walker à ce moment-là. Naturellement, leur couple n'a pas duré, mais sa fille choisira de venir vivre avec son père quand elle aura 11 ans à Santa Barbara. Et à partir de 2006 jusqu'à la fin de ses jours, il partage sa vie avec Jasmine Pitchard Gosnell, qui est de 17 ans, sa cadette. Et c'est le 30 novembre 2013 que tout va basculer.
Ce jour-là, Paul se trouvait chez sa mère avec sa fille et ils avaient prévu le soir même d'installer, de décorer le sapin de Noël quand il a reçu un appel lui rappelant qu'il devait se présenter à un événement. Il se rend à Santa Clarita pour un événement caritatif pour une récolte de jouets et il avait son ami Roger Rodas qui était présent et ils ont voulu tester une voiture, faire juste un petit tour qui devait durer 5 minutes. Donc Paul Walker est monté dans la voiture avec son ami mais côté passager et quelques minutes plus tard tout le monde a entendu des sirènes, des pompiers. Ils ont tout de suite su que quelque chose s'était passé. Il y avait un énorme incendie, une fumée noire qu'on voyait d'assez loin. Donc la Porsche Carrera GT dans laquelle se trouvait Roger Rodas au volant ainsi que Paul Walker a percuté un poteau électrique ainsi que plusieurs arbres avant de prendre feu. Selon les experts, le véhicule roulait à plus de 160 km/h. En ce qui concerne Roger Rodas, selon un rapport cité par le Los Angeles Times, il a subi plusieurs fractures au crâne qui ont explosé son cerveau. Et en ce qui concerne Paul Walker, ses brûlures étaient telles qu'il n'était pas identifiable ni même candidat au don d'organes. Il était donc installé dans le siège passager en position de défense. Il avait de multiples fractures, notamment à la mâchoire, à la clavicule, à un bras et aux côtes. Il est quand même important de noter qu'il n'y a aucune trace d'alcool ni de drogue qui ont été relevés dans le corps des deux victimes. Alors sa mort, enfin cet accident plutôt, n'a été compris par personne parce que cet endroit-là, il n'y a personne en fait. Il n'y avait rien vraiment qui pouvait déclencher un tel accident, une telle violence. En plus de ça, son ami Roger était un très bon pilote. Du coup, ça a vraiment fait tiquer tout le monde parce que pour eux, c'était pas possible que ce soit juste la vitesse qui soit en cause dans le crash de cette voiture qui a entraîné leur mort. Du coup, début décembre, les proches de Paul Walker ont dépêché des experts sur les lieux du drame afin d'étudier la possibilité selon lesquels les boots dots, donc en fait ce sont des petits marqueurs en relief qui sont sur la route, afin de voir s'ils auraient pu faire dévier le véhicule de sa trajectoire. D'autant plus que cette voiture-là est quand même réputée très difficile à conduire. En 2004, on a un document officiel dans lequel il est rapporté que Porsche explique que chacun devait être conscient qu'il s'agissait d'une voiture plus proche que n'importe quel autre véhicule de la voiture de course. Il spécifiait bien qu'on ne pouvait pas mettre cette voiture entre les mains de n'importe qui. En mai 2014, il y a la veuve de Roger Rodas qui a porté plainte contre le constructeur automobile, donc Porsche, estimant que la Carrera GT 2005 que conduisait donc son défunt mari n'était pas suffisamment sécurisée. Par exemple, il n'y avait pas de système anti-incendie sur le réservoir d'essence. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui pose problème. Alors, j'ai regardé des vidéos qui expliquaient un peu le délire. Je ne saurais pas concrètement vous réexpliquer, mais en gros, lors d'un tel impact, justement pour éviter que la voiture prenne feu, il est censé avoir justement un système qui bloque en fait toute fuite d'essence susceptible de provoquer donc une explosion et ou un incendie. Or là, ce n'était pas le cas sur cette voiture, car rappelez-vous justement à l'époque, il avait juste été conclu qu'il roulait trop vite et point barre quoi, c'est ça qui les a tués. En avril 2016, le tribunal de Los Angeles a innocenté la marque d'automobile, jugeant qu'elle n'était pas responsable du drame. Mais en ce qui concerne également la famille de Paul, pour eux non. Et comme je vous ai dit, c'est pas non plus la vitesse qui l'a tué. La famille de Paul est persuadée, je cite, que s'il n'y avait pas eu tous ces défauts au sein du modèle Porsche Carrera GT, Paul Walker serait encore en vie aujourd'hui. Mais 3 ans plus tard, il va y avoir un autre rebondissement. Donc en 2017, il y a un employé de Porsche qui avait déjà par le passé tenté de prévenir ses collègues. On a donc retrouvé des emails. Donc ces échanges de mails, ces messages-là ont été dévoilés par le site TMZ le 16 février 2017, qui prouve en effet que des employés de Porsche étaient au courant des défaillances du véhicule de la marque, et cela depuis déjà 2006. Et suite à ça, on a donc l'avocat de la fille de Paul Walker, donc Meadow, qui dit que toute entreprise éthique aurait retiré la voiture du marché ou du moins averti le public de ses dangers. Il a donc demandé au juge d'imposer des sanctions à la marque allemande
pour avoir caché délibérément les défaillances des véhicules à sa clientèle. Et en réponse, nous avons donc eu un porte-parole de Porsche USA qui s'appelle Calvin Kim, qui a spécifié que dans les rapports officiels qui ont été établis, il est clairement dit que cet accident tragique était dû à une conduite dangereuse et à une vitesse excessive. Dans la plainte que Mido a déposée contre eux, elle avance que le constructeur de Stuttgart savait que la Carrera GT était une voiture instable mais qui n'a rien fait pour corriger ce problème. Dans la plainte, elle affirme également que le système de ceinture de sécurité était mal conçu. Et donc, je vous cite, le torse de Walker s'est retrouvé compressé avec la ceinture exerçant des centaines de kilos de pression, ce qui lui a causé des fractures des côtes et du bassin. Son siège s'est écrasé et il s'est retrouvé prisonnier dans cette position couché, vivant, jusqu'à ce que la voiture s'enflamme 1 minute et 20 secondes plus tard. Mais il respirait encore, comme le prouve la suie retrouvée dans sa trachée. La conclusion de la plainte était donc que la Porsche Carrera GT était une voiture dangereuse qui ne devrait pas être autorisée sur la route. Les avocats de la fille de Paul Mido ont également pointé du doigt une défaillance du véhicule, car selon eux, cette voiture était devenue incontrôlable sous l'effet de la vitesse, car elle n'était pas dotée d'un système de stabilisation adéquat. Et en plus de ça, ils insistent sur le fait que Porsche était manifestement au courant que cette voiture était instable depuis longtemps et qu'elle avait des problèmes de contrôle. Dans ces documents, on a également d'autres dysfonctionnements qui ont été mis en avant, à savoir que les airbags latéraux auraient été défectueux, les conduites d'essence mal isolées, ce qui aurait donc facilité l'incendie. Et donc tout ça vient renforcer, comme je vous disais, la conclusion de la plainte, à savoir que Paul et Roger devraient être encore parmi nous s'il n'y avait pas eu toutes ces défaillances dans ce véhicule. Et on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé concrètement suite à cette plainte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en octobre 2017, le constructeur allemand Porsche a annoncé avoir réglé à l'amiable son litige judiciaire avec Mido Walker et que l'affaire avait été réglée avec l'accord des deux parties. On n'a pas la moindre précision sur les modalités de cet accord. Et par ailleurs, on a le journal Daily Mail qui rapporte qu'en 2014, Mido Walker a obtenu plus de 10 millions de dollars de l'héritage de Roger Rodas, car il a été jugé partiellement responsable de la mort de son père Paul. Seulement, il y a un détail en fait très important, je trouve, qui n'est cité nulle part. Il y a un homme ce jour-là qui était en voiture avec sa petite amie. Il prenait une rue pour aller récupérer son vélo, pour aller faire du vélo avec sa copine. Et à ce moment-là, il a croisé justement la voiture de Paul Walker à l'angle d'une rue. Et il s'est même fait la réflexion, oh là là, regarde ces voitures comme elles sont belles. Et en fait, il n'a pas vu que la voiture de Paul. Il a vu tout un cortège de voitures qui le suivaient derrière. Et pendant que lui continuait sa route, il a entendu d'un coup un bruit de démarrage en fait de voitures. Et il s'est dit, ah tiens, ils sont en train de faire une course. Même pas quelques secondes après, quand il a entendu donc le boom, parce qu'il n'était pas très loin, mais l'impact a tellement été violent. Et quand il a vu la fumée, tout de suite il s'est dit la course a mal tourné. Et ça, on peut pas en fait revenir sur son témoignage parce que il en parle dans une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, mais il a également filmé avec son téléphone. Donc il a fait demi-tour avec sa voiture, il s'est rendu sur le lieu de l'accident et quand on le voit donc filmer avec son téléphone, à l'instant T, il parle bien de plusieurs voitures. We're coming up on the scene of a car fire. Apparently these idiots are out here street racing and somebody bit the dust. Hopefully nobody's hurt. There's a guy over here crying. He's a mature male, like 35 years old. And very good time to meet his buddies in there. You can see the cars wrapped around a little ski. Et ça, personne n'en parle. Il a même fait une déposition, il a donné son témoignage à un agent le jour même, et ça c'est ressorti nulle part. Et lui, il en parle encore, il dit je comprends pas pourquoi mon témoignage n'est ressorti nulle part, il y avait une course. Alors la théorie c'était que naturellement ce type de course, exactement le genre de course qu'il y a dans Fast and Furious, hein, ce sont des courses interdites. Or là, Paul était censé faire un petit tour avec son ami juste pour voir le bolide, pour voir comment elle était.
mais il a jamais été rapporté qu'il y avait une course en jeu. Tous les gens qui étaient là à l'événement caritatif, personne ne parle de course. Alors vous allez me dire, ça va pas changer grand chose, mais dans ces cas-là, pourquoi l'avoir caché? Parce que les autres personnes ne voulaient pas avoir de problème. Or ce témoin nous précise bien que après effectivement il a vu les voitures arriver, mais pour lui ils sont pas arrivés comme ils l'ont dit après avoir entendu l'impact pour donc venir au secours quoi. Non non, ils sont arrivés après parce que Paul et son ami avaient une avance dans la course. Je vous dis, je sais pas si ça change grand chose, mais dans tous les cas, moi ça... Je comprends pas pourquoi tout le monde a menti sur ce truc. Moi je crois vraiment le témoignage de cet homme parce que je vous dis, sa vidéo est tellement spontanée. Lui en tout cas n'a aucun intérêt à mentir. À mon avis, comme ce genre de course était illégal, là tout le monde aurait pu prendre cher. Alors j'ai pas trop aimé ce que certains ont pu dire ou voir, s'amuser à faire des arrêts sur image quand la voiture a pris feu, à dire oh regardez... on voit Paul qui essaye de sortir et tout parce qu'on voit comme une silhouette d'homme en fait noir, effectivement qui se tient debout près de la voiture, mais dans ces cas-là ça n'a pas de sens. S'il était à ce point-là compressé, il aurait pas pu ne serait-ce que sortir la tête, je pense. Non, ça tient pas debout. D'autres disent non, c'est son âme qui s'élève. Bon, il y a toujours des théories loufoques de toute façon. Mais je pense vraiment pas qu'il était encore conscient. Je pense pas qu'il aurait pu sortir tout de suite de la voiture. Il y a eu l'incendie 1 minute et 20 secondes après. Je pense pas qu'en 1 minute il a eu le temps de se réveiller d'un tel choc. Enfin, vous avez vu les images quoi. C'est violent, la voiture elle a été coupée en deux quoi. Ou alors c'est que c'est vraiment une force de la nature le type, mais je pense vraiment pas qu'il était conscient. Donc je pense que même si la ceinture ne l'avait pas coincé, il serait pas sorti aussi rapidement le temps qu'il reprenne ses esprits. Non quoi. Alors effectivement ce qui est rageant, c'est que s'il n'y avait pas eu cet incendie, en tout cas, on aurait pu le sauver, parce qu'apparemment les chocs qu'il a eu, les blessures de l'impact ne l'ont pas tué. Par contre, c'est vraiment l'incendie qui l'a tué. Et là, effectivement, pour moi, Porsche est complètement responsable de ne pas... Enfin, à des voitures à ce prix-là, comment vous ne mettez pas le système qu'il faut pour que justement la voiture ne prenne pas feu? Bon, naturellement, Paul Walker était en plein tournage de Fast and Furious 7, donc ça a pas mal perturbé le tournage du film. Et ce qui est assez incroyable, c'est que la production du coup a fait appel aux 2 frères de Paul pour jouer sa doublure en fait dans les scènes qui manquaient. Et grâce à tout un travail d'image de synthèse, ils ont réussi à redonner vie entre guillemets à Paul pour les scènes manquantes, et je trouve ça vachement bien fait quoi. Et là où je vous dis que pour moi ça a été assez dur émotionnellement, c'est que du coup je me suis regardé la scène finale en fait de Fast and Furious 7, mais la réplique Tu pars sans dire au revoir? On se quitte pas vraiment. plus ce sourire et de le voir partir comme ça dans une route tout seul avec le soleil et tout, mais j'ai pleuré les gens. Oh là, les larmes elles sont sorties toutes seules quoi. Je me rappelle, je me rappelle très bien de sa mort à Paul Walker, et autant je vous dis oui, Aaliyah ça m'a fait quelque chose, Brittany Murphy ça m'a fait quelque chose. Paul Walker c'était pas franchement l'acteur que je suivais le plus, mais en tous les cas c'est un acteur qui m'a toujours donné hyper bonne impression en fait. Je trouvais qu'il avait vraiment une tête d'ange, il avait l'air beau de partout en fait, il dégageait vraiment quelque chose. Et là en faisant vraiment toutes ces recherches autour de lui, j'ai eu encore plus mal au cœur parce que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire quoi. En plus il voulait arrêter, il avait prévu de faire une pause dans sa carrière pour justement s'occuper de sa fille qui venait enfin vivre avec lui. Il voulait même arrêter les tournages et sa fille l'a encouragé à continuer. Comme ça, elle lui a dit on pourra faire le tour du monde ensemble, faire plein de trucs ensemble, ça va être super. Donc c'est d'autant plus triste qu'au moment où il allait enfin pouvoir profiter de sa fille, qu'il soit décédé quoi, si jeune, à 40 ans. Enfin, ça me fout en l'air moi des trucs comme ça. On a pu voir ses frères très émus, les interviews de ses parents, de sa sœur, de ses amis. Alors on a notamment la famille de Fast and Furious qui a été effondrée à la suite du décès de Paul. On a par exemple l'actrice Michelle Rodriguez, elle a pensé à se suicider, elle n'arrivait pas du tout à s'y faire. Du coup, elle s'est mise à boire, à consommer beaucoup de drogue, notamment de l'ayahuasca. Donc apparemment, c'était un puissant breuvage amazonien, mais elle dit que ça l'a rendue encore plus mélancolique. Et elle dit aussi qu'elle l'a ressenti comme un sentiment de jalousie que Paul soit parti avant elle. On a également l'acteur, forcément Vin Diesel, qui l'a très très mal vécu. All of these years in working together that
you have developed this friendship. Do you want to stop for a second? Yeah, go ahead. Oh, ça aussi c'était poignant. Ils avaient gagné un award au MTV Movie Awards. Ils en avaient gagné qu'un. Ils étaient tous les deux sur scène. Et Paul a dit quelque chose du style ah mais il y a un problème là, il y a qu'un seul trophée alors qu'on est deux. Like this is good, but the problem is that there's only one. Yeah. Because we know who's going home with it, and it's definitely not me. I'm not gonna fight you for that one. There you go. Well, we may have to race for it. Et quand Paul est mort, ils ont remporté 2 prix. Donc là, on a vu Vin Diesel avec les 2 trophées dans les mains. They handed me 2 awards. So I think of Dom and Brian, and I start to think of Paul. C'est tellement émouvant. Je pense que vous avez tous entendu du coup cette musique See You Again, qui a été donc la bande originale du film Fast and Furious 7, qui a donc été écrit pour les circonstances. Hein. C'était un hommage à Paul Walker. Et j'avais aussi envie de chialer en fait quand j'ai vu Vin Diesel la chanter à beaucoup d'événements. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. On voit vraiment qu'il a perdu un frère quoi. D'ailleurs, il a même dit lui-même qu'il était allé chez la mère de Paul. La propre maman de Paul lui a dit « J'ai perdu un fils, mais toi également tu as perdu un frère ». D'ailleurs, là j'ai vu que la fille de Paul Walker, Meadow, s'est mariée et c'est Vin Diesel qui l'a conduite à l'hôtel. Je trouve ça magnifique et tellement triste. On a également eu des scènes très émouvantes avec le comédien Tyrese Gibson qui était très proche de Paul, qui d'ailleurs avait pas participé à plusieurs Fast and Furious et qui est revenu parce que Paul lui a demandé. On le voit en larmes venir sur le lieu du crash. Pareil, Vin Diesel est venu très rapidement, je crois le lendemain il est venu faire un speech et c'est là à ce moment-là qu'il est parti donc voir la mère de Paul. Naturellement tout le monde a été peiné hein, dans le métier, des amis d'enfance aussi parce que comme je vous dis, Paul c'était pas juste un acteur hollywoodien, c'était aussi une personne philanthrope. C'était aussi un père, c'était un fils, c'était un frère, un grand frère, un ami, un confident. Enfin, il avait vraiment de multiples casquettes et il voulait faire plaisir à tout le monde. Il donnait de l'argent à sa sœur, il donnait de l'argent à sa mère. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait pas vraiment arrêter sa carrière parce qu'il voulait assurer les arrières de tout le monde. D'ailleurs, j'avais même vu qu'il avait été SDF pendant ses études et qu'en fait, il voulait juste faire un film pour gagner assez d'argent pour payer ses études et après arrêter. Avec ses fans, il refusait jamais un autographe, jamais une photo. Il y a que du bien de lui en fait, il y a rien de méchant. Les acteurs qui l'ont côtoyé, qui sont devenus donc amis avec lui, disent tous qu'il avait la tête sur les épaules, que justement il se laissait pas bouffer par le système, il prenait pas la grosse tête, il s'en foutait d'avoir une belle gueule en fait, lui tout ce qu'il voulait c'était s'éclater, profiter, mais toujours en prenant des risques calculés. Il était casse-cou mais assez quand même raisonnable, maître de ce qu'il faisait. Et moi personnellement je vous cache pas que ce qui m'a le plus sidéré quand j'ai appris son décès, c'est de me dire mais punaise, en plus il conduisait même pas quoi. Non, avouez quand même que c'est ironique quoi, pour un gars qui a construit sa notoriété sur des films de course de voiture, mourir dans une voiture, mais en plus en étant passager. C'est abusé. Franchement, la vie, des fois, elle aime bien, mais bien se foutre de notre gueule, quoi. Pas d'autres mots. Voilà les amis, mais écoutez, comme je vous ai dit, on va faire une pause hein, sur les acteurs décédés dans la fleur de l'âge, hein, ça commence à faire beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire ou ne serait-ce qu'un petit pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Là je vois que ça monte petit à petit, mais n'hésitez pas, soyez pas timide, hein, c'est rapide, c'est facile, c'est juste en dessous là que ça se passe. Je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao!